Boostez votre visibilité et trouvez désormais plus de clients. Vous êtes plombier, coiffeur, maquilleur, électricien, répétiteur, pâtissier. Bref, vous proposez des services de proximité ou vendez un quelconque produit. À partir de 200 francs CFA, publiez votre annonce, restez visible et attirez plus de clients. Vous louez un bien immobilier, un véhicule, vous vendez des produits multimédia, trouvez un preneur rapidement. Comment ça marche? Le client mentionne son besoin dans la barre de recherche du site. Lazone.com lui propose les prestataires les plus proches de chez lui. Il peut alors choisir en fonction de la distance et des tarifs affichés. Pour rassurer vos futurs clients et vous démarquer des autres vendeurs, vous avez la possibilité de faire certifier votre compte. Ne perdez plus de temps. Inscrivez-vous sur www.lazone.com, publiez votre annonce et commencez à vendre dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Tech. Alors ici, on parle de technologie, on parle d'innovation et on parle d'Afrique. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à activer la cloche de notification et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant du développement d'applications avec un développeur full stack. On va parler ensemble de son parcours, des enjeux du métier et de l'intelligence artificielle. Et surtout, est-ce qu'il pense que le secteur de dev est menacé aujourd'hui? Bonjour, monsieur Onis. Bonjour, monsieur Jordan. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir accepté notre invitation. Très bien, c'était un plaisir d'être là dans votre chaîne aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vont vous découvrir dans cet épisode? Tout d'abord, je suis Rodi Siemeli. Je viens du Cameroun. Je suis un expert en développement de solutions web et développement des infrastructures sur le cloud. Donc, je partage mon temps entre mes études, la recherche, le basketball et mes missions en entreprise ou en freelance. Mais là, tu es modeste dans les présentations. Avant ton parcours d'ingénieur développement web et développement d'applications, il y a un vent qui souffle qui me dit que tu étais d'abord basketteur professionnel. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là de ta vie? Donc, en fait, mon parcours, il est assez atypique et assez original à moi-même parce que je pense que chacun d'entre nous en est original. On a une unicité. Et j'ai été joueur. J'ai dû arrêter le monde du professionnalisme au niveau du basketball pour me concentrer à ma passion, qui est la programmation. Donc, j'ai dû emprunter beaucoup de chemins pour atteindre mes objectifs. Et le basketball fait partie des activités qui m'ont permis de rester concentré, éveillé et en bonne santé pour atteindre ces objectifs-là. Ah ouais. Mais quelle alors a été la transition entre basketball et développement? Donc, en fait, ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'il n'y a jamais eu de transition. Il n'y a jamais eu une transition, en fait. Donc, depuis le lycée, mon père, il m'a acheté un ordinateur, un desktop. C'était un Pentium 3 à l'époque. Et je m'occupais de la saisie de ces documents. D'accord. La saisie, en ce moment-là, au Cameroun, c'était environ 300 francs CFA la page. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mes premières entrées, mon premier business. Ah, même ton amour pour l'informatique. Ouais. Exactement. Donc après, j'étais un utilisateur de l'informatique, je faisais du secrétariat, comme on a dit tantôt. Et en même temps, je faisais un peu de maintenance parce que chaque fois que mon ordinateur tombait en panne, on avait toujours ce problème de virus. Et il fallait changer le système, il fallait fixer les réparations, changer la RAM. Tous ces choses-là m'ont poussé réellement à comprendre réellement ce qui se passe derrière. Et c'est là où mon amour, ma passion pour l'algorithmique est née. Ah, d'accord. Et là, on comprend bien un peu d'où vient cette passion-là pour l'informatique. Mais comment est née la passion alors pour le basket? Comment tu as fait pour atteindre le niveau professionnel et pourquoi est-ce que tu es redescendu? Pourquoi tu as quitté le monde professionnel? Bon, en fait, je ne peux pas dire que j'ai vraiment quitté le monde professionnel du basketball parce que le basketball, c'est ma vie. Ce qu'il faut noter, c'est que la plupart des personnes passionnées, surtout dans le secteur de la programmation, sont parfois très introvertes. Elles sont parfois très renfermées sur eux-mêmes. Donc, moi, c'était vraiment mon ouverture pour pouvoir m'exprimer au monde, le basketball. Donc, à la base, je me concentrais sur l'algorithmique. Donc, je n'avais pas encore appris des langages de programmation. J'écrivais du code sur des papiers et tout. Et tellement j'étais passionné, j'écrivais des sites web sur du papier, j'écrivais
voilà, des calculatrices sur du papier. Et au fur et à mesure que j'apprenais dans mon parcours, j'avais pas d'objectif en ce moment-là de me faire de l'argent par rapport à ça. Et mais ce que je constatais avec le temps qui passait, c'est qu'il fallait que j'essaye réellement de pas que me concentrer sur le code et essayer de faire d'autres activités diverses pour être comme les autres enfants. Donc, le basketball est venu vraiment à un moment de ma vie où je traversais vraiment une période très difficile avec ma famille. Donc, c'est venu m'ouvrir l'esprit, m'aider réellement à comprendre certaines choses différemment. Donc, c'était vraiment un déclic dans mon parcours de jeune lycéen, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends bien. Ouais. Donc, c'était quoi alors les débuts dans le basket? Donc, les débuts, ils commencent par mon amour envers mon grand frère Au Cameroun? au Cameroun. Donc, lui, c'était mon idole, en fait. Donc, chaque fois, je le suivais. Donc, lui, il jouait au basketball. Donc, j'ai commencé à le suivre à l'INJS, où il y avait une école de basket. On était accompagné par le coach Sangou, que je salue d'ailleurs, et le coach Alfred J. Ce sont ceux qui m'ont réellement formé. Donc, ils m'ont encadré. Et on peut dire qu'ils m'ont vraiment pris comme leur enfant. J'ai été boursier dans cette académie. J'ai jamais rien payé. Pas parce que je voulais pas payer, mais j'avais pas réellement les moyens pour m'offrir ce plaisir-là. C'est compréhensible. Voilà. Donc, les coachs, ils ont compris ma situation, mais ils ont aussi compris ma volonté de pratiquer ce sport-là. Donc, j'ai d'abord été influencé par mon grand frère, par ce sport-là. Et c'est là où tout a commencé à l'école de basket. À l'INJS, on nous a mis avec des gamins. Et voilà, la croissance, elle a été assez rapide. Comme on dit, quand on aime quelque chose, voilà, Tout va vite. tout va très vite. Et comment tu arrives dans le monde professionnel alors? Donc, à l'école de basket, j'avance très vite. On me met d'abord avec les enfants parce que je ne connais pas les bases, ni les fondamentaux du basketball. Et puis, bon, j'apprends très vite. J'apprends à dribbler de la main gauche très vite. J'apprends à faire des lay-ups très vite. Et puis, tellement je crois vite, on commence à me surclasser un peu plus vite. C'est vrai que mon âge n'était pas aussi un âge pour être avec les benjamins ou les minimes. Donc, j'étais déjà à un âge cadet. Donc, on m'a mis avec les cadets. Je commençais à compétir en ligue départementale. Et puis, la ligue départementale, j'ai fait mes preuves. On m'a surclassé en junior directement. Donc, après les juniors, c'était du travail. Donc, vraiment, j'avais que l'école et le basket. Et pendant cette période-là, c'était quoi? C'était rémunéré ou bien? Non, bien sûr, je n'étais pas rémunéré. Donc, c'est encore des apprentis. C'était pas rémunéré, d'accord. Mais on était toujours accompagné par ce rêve-là de devenir professionnel. Donc, on avait ces amis-là de longue date, d'enfance, de formation, qui nous ont toujours motivés. Donc, on marchait ensemble, on partait à l'entraînement ensemble, on rentrait à l'entraînement ensemble. On partageait toutes nos passions, toutes nos difficultés dans le monde dans lequel on vivait. Donc, c'était vraiment, on va dire, un atome vraiment qui a vraiment m'a vraiment permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, le sport en général, c'est important. C'est important lorsqu'on exerce les métiers comme l'ingénierie et plus précisément le développement web, comme tu l'as dit. Ce sont des personnes qui sont très introverties, qui ne sont pas assez ouvertes aux autres personnes. Donc, je peux comprendre que ça t'a permis de t'éveiller au monde. Mais d'où vient alors le lien avec le professionnalisme? Là, tu es encore à l'INJS. Comment est-ce que tu fais pour être pro jusqu'à venir jouer à l'international en Tunisie? Donc, ça, c'est un parcours, comment on va dire, on remercie Dieu déjà pour ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après mon baccalauréat, je suis entré à l'université et j'avais des choix réellement pour le basket. J'avais des choix pour le basket et j'avais des choix pour les études. Mais je me souviens toujours de cette phrase de mon coach, Sango. Il nous disait toujours, un basketteur a 3 priorités dans la vie. La première, c'est les études. La deuxième, c'est le basket. Et la troisième, ça n'existe pas. Donc, Troisième? ça n'existe pas. Ah ouais. Non, il fallait se rassurer qu'il y a une troisième priorité pour nous faire vraiment comprendre que cette troisième priorité-là, c'est nul, en fait. Donc, en fait, après mon baccalauréat, j'ai préféré me diriger vers les études. Donc, ma carrière professionnelle, où j'avais peut-être des opportunités ailleurs,
c'était mort. Il fallait que je coupe ça et me concentrer sur mes études. C'était vraiment la priorité. Donc, je décide de poursuivre mon cycle ingénieur en Tunisie. Donc, arrivé en Tunisie, j'ai déjà des offres sur place qui m'attendent, des offres des équipes sur place professionnelles, mais c'était principalement à Tunis. Ah, d'accord. Mais mes études en ce moment, mon université était à Sfax. Donc, je ne pouvais pas faire un autre choix que de continuer mes études. Donc, les opportunités que j'avais à Tunis, j'ai dû les laisser tomber. Donc, il a noté qu'au Cameroun, le système n'est pas réellement professionnel. Donc, on jouait amateur. Mais on a des capacités d'être professionnel. Donc, lorsque je suis arrivé en Tunisie, j'avais les capacités d'être professionnel vu ce que j'ai trouvé sur place. Donc, arrivé à la ville de Sfax, j'ai été vite remarqué par certains coachs qui m'ont vite approché pour me demander de rejoindre leur écurie. Mais je leur ai fait comprendre que j'ai mes études. Donc, ce n'est pas vraiment la chose à faire pour moi pour le moment. Mais par contre, je pourrais m'entraîner chaque soir après mes études avec vous. Et ils étaient vraiment Ravi. ravis par rapport à ça. D'accord, d'accord. Donc là, je vois un peu le parcours des sportifs. Alors franchement, vu le parcours sportif, j'ai beaucoup d'admiration. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le développement web et des applications? Parfois, j'ai dit tantôt que c'est la programmation qui m'a choisi parce qu'il y a des choses que j'ai pu apprendre franchement un peu plus rapidement par rapport à d'autres de mes collègues. Comment je fais ce choix-là réellement, c'est juste par passion, en fait, on va le dire. Parce que mon objectif dans ce domaine, au départ, ce n'était pas réellement de me faire de l'argent. C'était réellement de découvrir les secrets de l'algorithme. Comment ils conçoivent ces cartes, comment ils programment ces systèmes d'exploitation, comment ça fonctionne, comment cet ordinateur réussit à fonctionner et nous donner des résultats qui nous aident dans la vie courante. Cette technologie était accessible réellement un peu plus par l'Occident. Mais moi, en tant que jeune, en ce moment-là, je veux vraiment savoir et pouvoir aussi concevoir mes propres applications qui pourraient réellement aider ma communauté ou moi-même. D'accord. Alors, dans notre environnement aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'experts en développement que lorsqu'on tape le nom sur Internet ou alors sur Google, ça apparaît. Mais toi, lorsqu'on tape ton nom, Ronnie Siemeli, ça apparaît et on voit développeur full stack. C'est quoi développeur full stack? Donc, développeur full stack, c'est l'un des sujets les plus populaires actuellement dans le monde du développement informatique. Un développeur full stack, réellement, un développeur full stack, c'est celui qui s'occupe du développement d'une application, que ce soit de la partie graphique, c'est-à-dire celle qui est visuelle, et de la partie serveur, généralement qu'on appelle le back-end. Donc, c'est du back-end, du front-end. Et aussi, une chose qu'il faut notifier, c'est que normalement, un bon développeur full stack doit être capable de gérer l'infrastructure des déploiements liés à son application. Un développeur full stack, ce n'est pas juste un développeur qui s'occupe du front-end et du back-end. Ça, déjà, il faut être clair. Parce qu'une application, qu'elle soit web ou logiciel, c'est une application qui est utilisable. Et pour qu'une application soit utilisable, elle doit être présente en ligne. Donc, un développeur full stack, réellement, est chargé de concevoir cette application-là et la mettre en ligne. Okay? Parce que les utilisateurs ne vont pas utiliser cette application depuis votre ordinateur. Exactement. Donc, il est question réellement de mettre cette application en ligne aussi. Donc, on s'occupe du développement de tout ce qui est côté serveur, de tout ce qui est côté utilisateur et visuel, ainsi de suite, user experience, user interface. Donc, des bonnes pratiques, des mesures de sécurité aussi. Il est très important de le mentionner aussi, de la sécurisation aussi. Donc, c'est un peu ça le développeur full stack. Donc, en gros, ce n'est pas facile d'être un développeur full stack. Mais toi, du coup, de toutes ces casquettes-là, qu'est-ce que toi, tu préfères? Tu te spécialises en quoi? Parce que selon mes recherches, quand même, j'ai vu qu'un développeur full stack, il ne peut pas tout gérer au même niveau de ses capacités. Donc, il va choisir plus un domaine où il sera plus expert. Donc, est-ce que c'est ton cas ou bien toi, tu... Donc, pour moi, comme je l'ai dit dès le départ, c'est d'abord par passion, ce qui fait en sorte que j'ai appris certaines technologies assez tôt. Donc, en entrant réellement dans le monde professionnel, j'avais déjà des solides bases, que ce soit en JavaScript, en TypeScript, en Python et en C. J'avais déjà des solides bases dans ces langages de programmation-là. Donc,
Le problème, généralement, de beaucoup de développeurs full stack, c'est le choix technique. OK? Donc, il faut comprendre déjà que le choix technique, les technologies, c'est que des outils, déjà. Et rien ne vous empêche d'être expert dans certains outils. Donc, il est tout à fait possible d'avoir un développeur full stack sur une stack précise qui est expert dans toutes ces technologies-là, sans avoir forcément de préférence. Parce qu'un développeur ou un ingénieur, généralement un ingénieur, qui est mon cas, mon problème, ce n'est pas les technologies. Mon problème, c'est résoudre des problèmes. OK? Ma mission, en fait, c'est résoudre des problèmes grâce à la technologie, grâce à tout ce bagage-là, tous ces outils-là qui existent. Donc, je n'ai pas réellement de préférence. Donc, même si je peux me retrouver sur un projet que je dois développer en Go, que je dois développer en C#, que je dois utiliser Unity, donc je dois être capable réellement de me mettre à la tâche, préparer un cahier des charges relatif. Et s'il y a une documentation nécessaire que je dois prendre par rapport à ces langages-là, je vais les apprendre et essayer de résoudre ce problème-là. Donc, on ne va pas se familiariser ou bien s'attacher avec amour à certaines technologies, mais il faut utiliser, généralement, c'est vrai qu'il y a des trends, mais il faut utiliser des technologies qui répondent à des besoins spécifiques. Vous n'allez pas résoudre un problème X avec une solution Y sans pour autant voir si ça colle ensemble, si ils sont compatibles ou pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux qui ont un problème de préférence, ça, c'est surtout personnel et émotif, on va le dire. Parce que moi, j'ai appris également les bases du HTML, des réelles bases, avant on a cette expansion et cette explosion des frameworks. Donc, ça m'a permis réellement de comprendre les bases. Parce que beaucoup, aujourd'hui, de juniors qui apprennent à développer ou à coder, ils ont direct dans les frameworks. Donc, et ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur parce que les frameworks, ça change. Et on peut créer des frameworks au fur et à mesure. Parce qu'un framework, c'est un cadre de travail. Donc, on peut créer des frameworks, des librairies tous les jours. Mais vous n'allez pas apprendre toutes ces librairies tous les jours sans réellement comprendre les bases. Donc, c'est pourquoi moi, réellement, j'apprends les langages de programmation, j'apprends les bases. Et pour moi, c'est plus facile de résoudre ces problèmes-là. D'accord. Alors, c'est quoi concrètement le travail d'un développeur? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Donc, le travail d'un développeur, bon, il est très simple. C'est-à-dire, Monsieur Jordan, vous venez, vous me dites, je veux automatiser ma chaîne de montage pour éditer mes vidéos, par exemple. Oui. Et vous avez besoin d'une solution informatique pour cela. C'est là où le métier de développeur entre en jeu. Je vais recueillir vos besoins et en fonction de vos besoins, je vais essayer de résoudre ce problème-là avec des solutions digitales pour que vous ayez un produit utilisable, scalable et sécurisé qui va vous permettre réellement de résoudre tous vos problèmes, en fait. Donc, c'est un peu ça le métier de développeur. Les outils, bien sûr, ce sont les langages de programmation, les frameworks, les librairies, tout ce qui va avec. C'est ça réellement qui nous permet réellement de résoudre ces problèmes-là avec du code, en fait. Donc, dans ce quotidien-là, là, tu as essayé de nous citer quelques technologies que tu utilisais. Mais principalement, à longueur de temps, c'est quoi principalement les outils que toi, tu utilises? Logiciels? Donc, pour moi, personnellement, en tant que lead technique, j'ai quand même assez d'outils, pour dire assez de technologiques. En ce qui concerne les langages de programmation, je me concentre beaucoup plus sur du Java, sur du Python, sur du C. Donc, ça, c'est... Et bien sûr, sans oublier du TypeScript avec JavaScript. Ça, c'est inévitable. Donc, en ce qui concerne les frameworks, que ce soit les frameworks web, par exemple, je travaille beaucoup plus sur du Node.js avec un framework qu'on appelle Nest.js. Sur du front-end, je travaille sur du React, principalement. Donc, il y a aussi du Angular sur lesquels je travaille. Et côté DevOps, je suis beaucoup plus formé et certifié côté AWS et Azure, donc pour gérer tout ce qui est infrastructure cloud, en fait. Donc, ça, c'est un peu les outils que j'utilise grosso modo tous les jours. Bien sûr, il y a des outils inévitables comme GitHub qui nous gèrent réellement, qui nous aident vraiment à héberger notre code. Il y a les outils comme les technologies comme Git qui nous permettent le versionning. Donc, il y a Jenkins, il y a GitHub Action qui nous permet réellement pour la chaîne de déploiement CI/CD.
qu'on appelle continuous integration, continuous delivery. Donc, il y a tellement d'outils et il y en a des outils qui se créent tous les jours. Donc, c'est pourquoi, pour un ingénieur, il doit toujours être à l'affût des actualités, pour pouvoir utiliser les derniers outils possibles. Parce que il ne suffit pas juste d'être un ingénieur ou un développeur. C'est le cardio, comme on dit. Il va falloir réellement gérer les migrations. Oh, exactement. Ça change, Ça change à tout bout de champ. Exactement. Mais là, ça fait beaucoup d'outils. Est-ce que toi, tu n'as pas un coup de cœur pour certaines technologies? Honnêtement, j'ai un coup de cœur pour la programmation orientée objet. Donc, c'est un paradigme, bien sûr, mais la logique de la programmation orientée objet me facilite la vie réellement pour créer des entités, pour réellement construire mes modèles, pour construire réellement mes applications. Donc, quand je parle de programmation orientée objet, je tombe directement sur du Java. J'ai une grosse préférence pour du Java, grosse préférence pour du TypeScript et du Python. Mais ça sont mes 3 langages principaux. Donc, c'est-à-dire si réellement on peut dire j'ai un amour pour certains langages de programmation, je dirais que c'est ceux-là. D'accord, d'accord. Et quand toi, tu regardes alors justement avec tout ça, c'est quoi les enjeux aujourd'hui? Quels sont les plus gros défis auxquels font face les développeurs comme toi? Bon, tout d'abord, je dirais que les enjeux ne sont pas, on n'a pas vraiment de gros défis à part continuer à apprendre parce que c'est une courbe qui doit croître. Donc, on est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. Honnêtement, tous les jours, je lis dans des forums, j'ai des blogs, j'ai des newsletters. Donc, j'apprends des nouvelles pratiques tous les jours. Donc, mais les défis de nos jours sont un peu plus différents par rapport aux défis qu'il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, je pense que le gros défi actuellement, c'est la nouvelle génération qui va venir. Et pour nous aussi, qui sommes déjà peut-être des seniors, c'est réellement comment s'adapter à ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, les challenges, ils sont bien existants comme dans tout métier. Donc, les nôtres, c'est surtout la gestion efficace, toujours être à l'affût des nouvelles technologies, à gérer les migrations, tout ce qui est sécurité. C'est vraiment ça. C'est documenter. Ça, c'est vraiment l'un des gros défis au niveau du métier du développeur, en fait. Alors, tu as bien compris que lorsque je te parle de défis, je voulais te parler de l'intelligence artificielle. Bon, je pense que ce qui fait peur aujourd'hui, ce n'est même pas les développeurs juniors qui arrivent. C'est en fait ces personnes-là et ces entreprises qui vendent une technologie aujourd'hui, le no-code. Ils promettent en fait à des personnes qui n'ont aucun bagage en programmation de développer des applications et des sites web sans programmer une ligne de code. Est-ce que toi, alors justement, tu n'as pas peur de ces technologies-là? Boostez votre visibilité et trouvez désormais plus de clients. Vous êtes plombier, coiffeur, maquilleur, électricien, répétiteur, pâtissier. Bref, vous proposez des services de proximité ou vendez un quelconque produit. À partir de 200 francs CFA, publiez votre annonce, restez visible et attirez plus de clients. Vous louez un bien immobilier, un véhicule, vous vendez des produits multimédia, trouvez un preneur rapidement. Comment ça marche? Le client mentionne son besoin dans la barre de recherche du site. Lazone.com lui propose les prestataires les plus proches de chez lui. Il peut alors choisir en fonction de la distance et des tarifs affichés. Pour rassurer vos futurs clients et vous démarquer des autres vendeurs, vous avez la possibilité de faire certifier votre compte. Ne perdez plus de temps. Inscrivez-vous sur www.lazone.com, publiez votre annonce et commencez à vendre dès aujourd'hui.